Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de Vendée Talks, Saint-Gave, le Serra, Jean-François, Anne et toute l'équipe aussi avec laquelle nous avons passé cette belle journée. Mon message ce soir devant vous, c'est que pour croire en l'avenir, il faut assurément s'engager. L'ensemble de mon propos va viser l'engagement. Et je vais vous essayer, en tout cas, de vous faire... je vais illustrer cette idée avec deux expériences. La première, c'est celle que j'ai vécue en juin, juillet et août 2016 auprès des chrétiens d'Orient au Liban. Cette expérience, en réalité, elle a commencé en novembre 2015 à la lecture d'un article. À cette époque-là, je m'intéressais déjà un petit peu à la politique locale et à la presse. Et dans cet article, il était écrit que le sénateur et président du Conseil général de l'époque, Bruno Retailleau, était à Erbil, en Irak, et avait manqué de se faire tuer par un attentat à la voiture piégée. Et ce petit article, c'était pas très long, m'a énormément marqué, et j'ai voulu chercher les raisons. Et de fil en aiguille est venu ce grand sujet des chrétiens d'Orient. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, petit citoyen français, pour les aider? Et grâce à l'entregent d'une amie, j'ai rencontré Anne-Sophie, une jeune fille de mon âge, qui avait exactement cette même foi, cette même détermination, cette même volonté, cette même envie d'aider, d'aller au plus près de nos frères d'Orient, de nos chrétiens d'Orient. Et donc, ça n'a pas forcément été simple à annoncer au début, mais pendant 6-7 mois, on a cherché une association, mené une campagne de collecte de dons pour financer, bien sûr, nos billets d'avion, nous étions étudiants, et puis pour financer, bien sûr, la vie de l'association et les actions sur place. Alors, nous, c'était le Liban, mais il y a évidemment d'autres pays de la zone. Et cette expérience, avant donc le séjour humanitaire en tant que tel, a été extrêmement enrichissant. Parce que, tout d'abord, cette cagnotte que nous avions lancée, cette cagnotte Litchi, tout de suite a fonctionné, et ça nous a surpris. Ensuite, nous avons aussi, hormis les ventes de gâteaux à la sortie de l'église, organisé un concert, peut-être certains s'en souviennent, chez les Filles de la Sagesse, qui a énormément fonctionné aussi avec une troupe, avec un chœur bénévole. Ça termine. Et ce qui nous a, bien sûr, on était contents de tout ça, parce qu'au total, on a récolté quand même près de 2500 €. Pour nous, c'était presque normal, parce qu'on n'avions jamais fait ça de notre vie. Mais pour l'association, quand on est arrivé avec ce chèque, ils étaient absolument surpris parce que les autres volontaires vendaient quelques gâteaux à la fin de la messe et voilà, ils avaient fait leur bonne action pour pouvoir entrer dans l'association. Et nous, en tant que jeunes, en tant que chrétiens, en tant que croyants, c'est pas facile de s'imposer ou de se montrer en public. Et on s'est rendu compte que notre action était déjà, notre action sensibilisait et nous portait. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que s'engager à fond, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui nous mène. Et puis, bien sûr, arrivé sur place, à mi-juin, une claque, une vraie claque. On arrive dans un pays auprès de réfugiés, que ce soit des personnes un peu plus âgées, des adultes, des jeunes, des enfants. Tous, à travers leurs témoignages, leurs sourires, leurs regards, vous donnent l'espoir. De l'espoir. Et chez nous, c'est quelque chose qui souvent est très difficile à trouver, dans nos regards ou dans nos actions. Et ça nous a extrêmement nourris. Et cet espoir que j'ai trouvé, que nous avons trouvé au Liban, auprès des réfugiés, des chrétiens d'Orient, c'est quelque chose qui, à notre retour, nous a porté et nous donne cette impulsion
pour justement continuer d'aider, continuer de s'engager autrement, pas forcément dans une action religieuse. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous transmettre. Cette première tranche de vie, 3 mois. C'est à la fois court, mais intense. Et puis, cette deuxième expérience, il y en a été question il y a quelques minutes, c'est celle de cette expatriation pendant 4 ans en Sibérie. Alors, c'était absolument pas du tout prévu au programme. Jamais de ma vie, j'avais imaginé ou décidé d'apprendre le russe, de m'intéresser à la Russie, à la géographie, etc. Mais, comme il a été dit, tout est parti d'une blague. Voilà, comme quoi. C'était en deuxième année de master, donc oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait une licence d'histoire, mineure histoire de l'art à l'UQO d'Angers, et puis ensuite un master en relations internationales, aussi à l'UQO d'Angers. Et dans ce master, il y avait une option qui était totalement très optionnelle, parce qu'elle n'était pas du tout dans la maquette, c'était le vendredi à 14 h, voilà, donc autant vous dire qu'on était 6, mais ça m'intéressait. Voilà. Et donc j'y suis allé. Première année, je n'ai absolument rien fait. Et puis, parce que je n'avais pas de but, en fait, d'apprendre à la fois le russe. Voilà, bon. Mais c'était le cours de découverte de la culture russe. Et donc, j'y suis allé par simple curiosité. Et puis, la deuxième année, notre jeune professeur a très vite compris, au bout de quelques semaines, que nous ne ferions pas les devoirs à domicile. Donc, elle a dit, puisque vous ne voulez pas travailler, moi non plus. Donc elle nous montrait des vidéos YouTube de l'architecture, de la géographie, les paysages, les ethnies russes, etc. Bon. Et donc c'est c'est pendant un de ces cours-là, au tout début de cette deuxième année de master, qu'elle a fait cette blague qui vous a été présentée tout à l'heure. Tu vas en Russie, tu ramènes une Russe, tu te maries et vous vivez en France. Moi j'ai dit chiche. Voilà. Et voilà, il fallait que je trouve de toute façon un stage de fin d'études, donc il fallait bien un endroit. Bon. Je vous passe les détails, mais c'était comme ça. Et j'ai choisi la Russie. Voilà. Bref, donc le 14 janvier 2019, j'atterris à Irkoutsk. Je ne sais pas s'il y en a qui savent où ça se situe. Irkoutsk, c'est la ville qui est aux portes du lac Baïkal et qui est à 8500 km de Paris, qui est au nord de la Mongolie, pour vous situer un petit peu, en Sibérie orientale, à 2000 km à l'ouest de Vladivostok. Donc on est au milieu de la Russie, en fait. La température moyenne l'hiver, c'est entre moins 15 et moins 20, avec quelques jours à moins 40. C'est un environnement particulier, mais très chaleureux. Mais par contre, l'été, il fait très chaud. Hein. L'été, c'est 40 degrés, c'est pas rare, quoi. Donc il fait assez chaud. Et donc, cette expérience qui devait durer 6 mois, puisque c'était un stage de fin d'études, a duré 4 ans. Donc je suis parti là-bas en tant que professeur de français à l'Université d'État du Baïkal, et puis stagiaire à l'Alliance française donc d'Irkoutsk, voilà, aussi en tant que professeur, mais toute l'animation de la partie culturelle, ce qui me motive énormément. Sauf que le matin le jour où je suis arrivé, on est venu me chercher à l'aéroport, etc. J'ai rencontré donc ma maître de stage, le personnel de l'université, et on m'a demandé si j'étais apte à donner cours dès le lendemain matin à 8 h. Donc j'avais quand même fait je ne sais pas combien d'heures d'avion, c'est la première fois que je partais aussi loin, tout seul. Et surtout, je ne parlais pas russe du tout. Je n'avais jamais pris aucun cours de russe, même express ou je ne sais pas quoi. Je ne m'étais jamais intéressé à la culture russe de manière générale. Et puis, je ne m'étais pas du tout intéressé au comportement de la société russe, qui est quand même différent, chaque société est différente. Et voilà, je suis tombé littéralement amoureux du lac Baïkal. Ça a été là encore, on revient toujours sur cette spiritualité. C'était début février 2019, j'accompagnais avec l'Alliance française un groupe de touristes. Parce que pour votre information, l'Alliance française d'Irkoutsk organise des séjours au lac Baïkal. Et voilà, nous sortions de cette petite bourranka sur la glace. Et puis, c'est comme si, je sais pas, j'étais rentré dans une bulle. Et je marchais sur la glace, dans cette immensité. Et comme si j'étais tout seul, quoi. Et à tel point qu'il y a ma collègue disait « François, tu reviens ?» Et moi, j'étais vraiment dans mon... Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est là où je veux vivre. Voilà. Donc cette expérience, de fil en aiguille, j'ai voulu rester en Russie.
en Sibérie particulièrement. Alors, ce n'était pas forcément simple parce qu'il y a eu le Covid, j'ai fait des pieds et des mains pour rester, puis ensuite il y a eu le début de la guerre où il fallait que tout le monde parte, mais moi je ne voulais pas, donc il a fallu encore faire des mains et des pieds pour rester. Et donc tout au long de ces 4 ans d'expatriation, c'était un vrai engagement. Pourquoi ? Parce que comme je viens de vous le dire, à chaque fois il a fallu reconvaincre ceux qui étaient au-dessus de moi que j'avais raison de rester. Donc il faut toujours écouter sa petite voix. Ça, c'est une des leçons, je pense, qu'on peut garder de ce soir. Et toujours, parce que d'un moment ou à l'autre, elle a raison, cette petite voix. Même si on va à l'encontre d'elle. Elle a toujours raison. Donc il faut l'écouter. C'est dur, hein ? C'est dur, parce que ce soit le Liban, que ce soit la Sibérie, il y a tous ceux qui vous disent que, de toute façon, tu n'as rien à y faire là-bas, il y a mieux à aider plus près de chez toi. Puis voilà, la Sibérie, c'est loin, il y a des ours dans la rue, voilà, tout ça, bon. Donc, il y a toujours des gens qui sont contre. Mais croire en l'avenir, si on ne s'engage pas et si on ne s'impose pas, dans le bon sens du terme, si on ne s'impose pas, si on n'impose pas son idée parce qu'on a essayé de comprendre, de chercher, d'apprendre, de travailler, parce que je me suis quand même un peu intéressé à la Russie après, eh bien, on ne se donne pas les clés. Et pour se donner les clés, justement, de cet engagement, de s'imposer face à nos détracteurs, eh bien, il faut justement être curieux, apprendre sans cesse, aller à la rencontre de l'autre. Et tous ces voyages, que j'espère encore nombreux dans ma vie, eh bien, j'essaie de les construire comme ça, grâce à l'engagement. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu, en tout cas, d'être engagé, mais que ce soit la foi spirituelle, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement personnel, le mariage, hein, par exemple, la famille, des piliers qui sont extrêmement importants, eh bien, il faut essayer d'y aller à fond. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté. Merci.